tous. Moi, je m'appelle Gian Sadadou. Je travaille à l'Office for Climate Education et j'aimerais donc vous accueillir en vous remerciant d'abord d'être là avec nous aujourd'hui pour le lancement de cette série de 4 webinaires sur le changement climatique à destination de vous, enseignants de lycée. Donc, présent aujourd'hui avec moi sont Monsieur Hervé Letreux, climatologue, membre de l'Académie des sciences, ainsi que Mathilde Tricoire, un professeur agrégé d'SVT et responsable pédagogique à l'ECE. C'est elle qui va modérer la deuxième partie de ce webinaire. Donc, en effet, ce webinaire est construit comme un espace d'échange. Nous aurons une première demi-heure de présentation à peu près par M. Letreux, puis à peu près une demi-heure de temps pour vraiment échanger entre nous. On vous invite à poser vos questions directement sur le chat prévu à cet effet, donc le petit module en bas de l'écran Q&R. Vous pouvez poser vos questions à tout moment lors de la présentation et un membre de notre équipe les recueillera au fur et à mesure. Donc voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je vous laisse avec une introduction vidéo de Monsieur Pierre Lénard, qui ne peut pas être aujourd'hui présent avec nous, mais qui tenait à vous l'adresser. Pierre Lénard, astrophysicien, membre de l'Académie des sciences et président d'honneur de la Fondation La Main à la Pâte. Cher professeur, bonjour. Changement climatique. Vous abordez ce sujet lors de l'enseignement scientifique au lycée général et peut-être aussi au lycée professionnel. Changement climatique. En ces rudes temps de Covid, une illustration de notre commune humanité, de ses interdépendances, mais également de la capacité de la science pour préparer l'avenir. Cet automne, l'Académie des sciences, avec l'Institut de France, vous invitera, vous et vos élèves, à entendre 8 leçons sur le climat. Prévues ce printemps, la Covid nous oblige à les reporter à l'automne. Mais pourtant, d'ici là, pour vous témoigner notre accompagnement, l'Office for Climate Education, au sein de la Fondation La Main à la Pâte, a proposé à l'Académie des sciences de vous offrir 4 webinaires se succédant chaque mois d'ici l'été. Sans déflorer les 8 leçons de l'automne, nous souhaitons qu'ils créent un vrai lien de dialogue avec vous autour de beaux moments de science. Place donc au webinaire d'aujourd'hui et à son intervenant, Hervé Letreux, climatologue et membre de l'Académie des sciences. Voilà, bien, bonsoir et merci d'être nombreux. Donc, je vais essayer de faire une présentation un petit peu générale du système climatique. Il y a beaucoup de choses à dire, j'ai fait des choix. Alors peut-être pour mettre ce choix dans le contexte de ce que j'ai fait comme recherche sur les problèmes climatiques, je suis parti, moi, d'une vision du problème qui est un problème à grande échelle, mais le problème de la planète dans son entièreté, travailler sur les modèles climatiques. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'une partie des problématiques auxquelles on est confronté sont quand même des problématiques qui sont locales. Et c'est un petit peu cette démarche que je vais essayer de vous donner ce soir, donc un exposé d'une trentaine de minutes pour essayer de situer un certain nombre de sujets. Mais je suis professeur à Sorbonne Université, à l'école polytechnique, et puis ce logo à Climatera fait le pont avec ces enjeux qui sont des enjeux un petit peu plus locaux dont je parlerai à la fin. Alors, j'ai mis ça sous forme de quelques éléments qui me paraissent importants. Parlant de climat, il y a des enjeux de définition, si on veut, mais surtout de prise de position un petit peu du climat dans le système planétaire. Alors, je vais essayer de le faire de manière simple, mais il y a un certain nombre de choses qui me paraissent intéressantes à dire. D'abord, le mot climat lui-même, c'est un mot qui vient de l'époque grecque. Et le mot climat renvoie à l'inclinaison des rayons du Soleil sur la planète Terre. Quand les rayons du Soleil frappent directement, comme c'est le cas à l'équateur, on a un réchauffement qui est fort. Quand ils frappent de manière plus tangentielle, comme c'est le cas dans les régions polaires,
on va avoir au contraire un réchauffement plus faible. Les Grecs savaient parfaitement que la Terre était ronde. En fait, tout le monde l'a su, contrairement à ce qu'on pense, même au Moyen Âge. Donc la Terre est ronde. Par contre, on ne la connaissait pas très bien. Donc les Grecs avaient conçu le fait qu'il y en avait une zone chaude à l'équateur, puis une zone froide aux hautes latitudes, et puis entre les deux, la zone habitable. Comme les Grecs ont toujours aimé les mathématiques et les symétries, et tout ce qu'on peut avoir d'intuitif dans la perception du monde dans lequel on vit, penser qu'il y a de l'autre côté de l'équateur un monde qui devait ressembler au monde qu'ils connaissaient dans l'hémisphère nord. Alors, cette vision du climat, elle a effectivement nourri beaucoup de choses par la suite. C'est une vision qui est une vision où finalement le climat, ce sont les latitudes qui sont principalement la cause d'une différenciation entre les différentes formes de climat. Et c'est quelque chose qui a duré très longtemps. Vous avez ici des nappes-mondes, comme on en a eu beaucoup au moment des débuts des grandes découvertes. Et ces nappes-mondes, si on les regarde un petit peu en détail, montrent effectivement sur ce que je liserai ici, une détermination des climats sous forme de climats de différents angles. Il y a des angles qui déterminent les climats, la force des climats. Donc cette vision du climat, c'était une vision qui en fait est déjà intéressante parce qu'elle nous donne une appréhension de ce qui se passe sur la planète Terre qui n'est pas strictement ancrée dans une temporalité très précise. C'est plutôt d'avoir des éléments qui nous donnent à voir le climat global, c'est-à-dire des éléments qui sont des éléments un peu fixes de ce climat. Alors, on s'est rendu compte au fil des temps, et surtout on s'est rendu compte de la complexité du système climatique, de la nécessité d'une observation qui soit différente. Et le système climatique, c'est devenu la manière de définir le climat. Alors, il y a beaucoup d'écoles un petit peu par rapport à cela. Moi, j'aime bien définir effectivement le climat comme étant les moyennes, les éléments, les moyennes au sens large, donc, qui correspondent à ce système climatique, qui est un système très, très varié. Vous avez au sein du système climatique deux grands fluides, l'océan, l'atmosphère. Vous avez aussi beaucoup de milieux qui sont solides, mais quand même à longue échelle de temps, qui ont un caractère qui est un peu celui des fluides. Et puis, vous avez, entre tous ces systèmes, il y en a un qui est très important, c'est celui du vivant. Donc, on a donné des noms à tous ces systèmes. On parle d'atmosphère, c'est un mot grec. On parle d'hydrosphère aussi. On dit plutôt les océans. Maintenant, on parle surtout des océans et puis des différents systèmes hydrauliques. Et on parle de ici, vous voyez, de la biosphère. La biosphère, c'est un nom très important qui correspond à un des modes principaux, enfin des éléments principaux du système climatique. Donc, le système climatique est devenu un système qui est complexe, qui est strictement hétérogène, mais qui est aussi un système qui fonctionne comme un collectif. On est face à vous avez tout un ensemble de flèches ici qui montrent que entre l'atmosphère et l'océan, entre les océans et les continents, on a des liens qui sont des échanges d'énergie, qui sont des échanges aussi d'éléments chimiques. Donc, on peut les multiplier. Quand on parle d'énergie, on parle de l'énergie du soleil, on parle du chauffage, on parle aussi de l'énergie du mouvement. Donc, on est face à des systèmes qui sont des systèmes extrêmement compliqués, imbriqués les uns avec les autres. Donc, le système climatique, c'est un système complexe, extrêmement complexe, peut-être un des plus complexes, à l'image peut-être du corps humain ou de ces grands systèmes complexes qu'on prend beaucoup d'années à étudier et qu'on ne comprend jamais complètement. Alors, le système climatique, il est mis en mouvement par deux éléments majeurs. J'ai parlé déjà du Soleil. Il y en a un deuxième sur lequel on se penchera un petit peu moins parce qu'il est plus difficile à mettre en évidence de manière rapide dans un début d'exposé, mais les questions se sont toujours posées, c'est la rotation de la Terre sur elle-même. Mais
la manière dont le réchauffement, par exemple, se fait n'est pas quelque chose de très simple. Et je voudrais dire un petit mot. Alors, je voudrais dire un petit mot en essayant de faire un petit clin d'œil à Joseph Fourier, qui est quelqu'un qui a inventé un effet majeur qui s'appelle l'effet de serre. Alors, l'effet de serre, c'est quoi? C'est de se dire si la planète est réchauffée par les rayonnements solaires, ben, nécessairement aussi, il faut qu'elle se refroidisse quelque part. Et Joseph Fourier, donc, dans les années 1800, 1824, on donne pour l'invention de l'effet de serre, avait imaginé quelque chose qui s'appelle la chaleur obscure. On sait maintenant que c'est de l'infrarouge, et cet infrarouge, c'est un système qui va refroidir la planète. Et la planète a un fonctionnement qui est un fonctionnement complexe, d'équilibre entre la partie infrarouge et la partie solaire. Alors, le système, je suis désolé. Donc, le système climatique, c'est un système qui va assurer un équilibre entre le rayonnement solaire qui rentre et qui sort aussi en partie ensuite parce qu'il est réfléchi par exemple par la neige, réfléchi par les nuages. Et puis de l'autre côté, vous avez un système qui est un système qui va être un système qui refroidit la planète cette fois, qui assure la continuité entre le réchauffement, qui est souvent un réchauffement de surface, et puis la nécessité d'amener cette chaleur vers l'espace. Et là, ce sont des rayonnements infrarouges. Et ces rayonnements infrarouges, ils ont comme caractéristique d'être fortement absorbés dans leur chemin vers l'espace. Et donc, c'est ainsi que se produit l'effet de serre, ce réchauffement, ce refroidissement de la planète, au contraire, par l'infrarouge, par les émissions vers l'espace, se font de manière un petit peu difficile, puisqu'il y a une absorption qui se fait au passage, et qui fait qu'une partie revient vers la surface terrestre. Donc, c'est là que se joue la problématique de l'effet de serre sur laquelle on reviendra. C'est un déséquilibre qui peut se créer et qui peut inciter ensuite les températures de la planète à changer au niveau de cette interface entre les émissions de gaz à effet de serre, le rayonnement solaire et les émissions de gaz à effet de serre. Alors, on a ici une vision de la planète que j'aime bien montrer quand on fait cette petite introduction générale sur ce qu'est le climat de la planète. C'est montre le bilan radiatif auquel est soumise la planète. On voit que c'est un bilan radiatif qui est très différent dans la région équatoriale et dans les régions de haute latitude. Pourquoi? Essentiellement parce que effectivement, on a un système qui permet de transporter de l'énergie depuis l'équateur vers les hautes latitudes. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'on a un gain d'énergie qui est fort dans la région tropicale et on a une perte d'énergie dans les hautes latitudes. Ça, c'est possible parce qu'effectivement, on a le mouvement de l'atmosphère, le mouvement de l'océan qui va rééquilibrer ce système en permanence. Donc, on est dans un système qui, de ce point de vue-là, ne se rencontre pas sur toutes les planètes, qui est un système un petit peu particulier. Alors, ce que je voudrais montrer, c'est que cette complexité des mouvements atmosphériques, c'est un complément extrêmement important à ce que je viens de dire et de montrer. Alors ici, vous avez une petite vidéo que je vais montrer qui est liée à des travaux de la NASA. On ne devine pas tout de suite ce qui est représenté ici. Ce sont les ajouts de CO2 par rapport à une situation moyenne. Donc, le CO2, c'est un des gaz qui va jouer un rôle majeur dans cet équilibre radiatif dont j'ai parlé tout à l'heure. Et cet équilibre radiatif, il change de saison à saison. Alors, c'est un des éléments très importants quand on veut essayer de comprendre le système climatique, c'est de voir d'abord, on a ici, au travers du CO2 tout rouge, une sorte de traceur de l'écoulement atmosphérique. L'écoulement atmosphérique, il est très complexe. Et cette complexité en fait un système qui, en fait, ne se répète jamais de la même manière, de manière identique, mais qui a effectivement une organisation. On voit effectivement ici des mouvements où l'atmosphère va d'ouest en est, aux hautes latitudes, puis si on le regarde un petit peu mieux, et ça va s'accentuer au fur et à mesure que la vidéo se déroule, d'est en ouest, au contraire, dans les régions de basse latitude. On voit ici un système donc, qui est en mouvement, constant et qui franchit bien sûr toutes les frontières.
Et ce mouvement-là, c'est un mouvement qui est à peu près équilibré. On a effectivement un système climatique dans lequel, originellement, la quantité de CO2, la quantité de gaz qu'on injecte, qui est injectée naturellement dans l'atmosphère, elle dépend des saisons, mais globalement, elle est stable. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on émet des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre vont être mélangés à l'échelle de la planète. Et c'est ce que je voulais que vous voyez directement sur ce schéma, c'est ce mélange qui est un mélange donc très important et qui va jouer un rôle majeur dans la manière dont on peut essayer d'appréhender les climats futurs. Alors, un autre élément très important dans le système climatique, c'est l'océan. Je ne vais pas le montrer trop longuement, mais l'océan, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué dans sa mise au mouvement. Et c'est le partenaire un petit peu, le compagnon de l'atmosphère. L'atmosphère est un fluide qui est peu dense, qui va très vite, qui a une vitesse qui fait que lui permet de dessiner la géographie de la planète. L'océan est beaucoup plus lent, mais il est quand même relativement turbulent à son échelle. Et ce que l'on verra, c'est qu'il est capable, parce qu'il est transparent sur une partie de sa hauteur, et il permet de capter de l'énergie, capter beaucoup de matériaux, de produits chimiques. Donc l'océan est un compagnon un petit peu différent, qui inscrit son action dans le temps, mais qui est capable de séquestrer énormément de choses dans les profondeurs qui sont les siennes. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin. Je voudrais dire un mot quand même sur le temps. Je parlais ici un petit peu de l'espace, qui est celui du climat. Le temps, alors, c'est un temps qui finalement, quand on le considère, ici c'est une échelle très longue, je ne vais pas la regarder en détail, mais qui montre, quand on est à droite de la médiane, des moments de réchauffement, quand on est à gauche, des moments de refroidissement. Ce qu'on voit, c'est que sur une histoire très longue de la planète, en fait, depuis les 4 milliards d'existence qu'elle a pu avoir, on est face à un système qui finalement n'a pas bougé autant qu'on pourrait le penser. Alors il y a beaucoup de théories par rapport à ça. Il y en a une qui est liée à l'existence de la vie. Il y a plusieurs théories qui peuvent permettre d'essayer d'expliquer ça. Je pense qu'il faut le prendre comme un élément de contexte, et cet élément de contexte, il est aussi tributaire de choses qui se produisent à des échelles petites, et je n'irai pas très loin dans ces réflexions sur le temps, mais pendant beaucoup d'années, la croyance globale était la croyance qu'on avait un système climatique qui était fixe. Les premiers à dire que le système climatique pouvait changer, avait changé, c'est des scientifiques qui travaillaient initialement dans les Alpes, qui regardaient un petit peu comment ça se passe, qui avaient repéré la formation de moraines dans les glaciers, le fait que ces moraines, dans le passé, avaient l'air plus fréquentes, mais qui ont, pour la première fois, essayé d'expliquer le fait qu'on avait des changements climatiques dans le passé, et que ces changements climatiques pouvaient éventuellement donc se reproduire. Donc, le facteur temps est un facteur extrêmement important, parce que ces changements temporels se jouent souvent, on a tendance à confondre les échelles de temps, parce que elles sont très diverses, elles couvrent un panorama considérable, mais on a des choses qui sont proches de nous malgré tout. Donc là, la personne qui est représentée ici, c'est Louis Agassiz, qui a été le premier à se lever en disant que malgré en fait ce que les récits de l'Église avaient l'air de dire, on avait eu un climat qui avait changé dans le passé. Alors, ces climats qui changent, il y a des théories qui ont été mises en avant et que je cite seulement, beaucoup d'entre vous les connaissent. Ici, vous avez les derniers cycles glaciaires interglaciaires du Quaternaire. Alors, l'image est une image qui est une image de géologue, donc le temps s'écoule à la droite vers la gauche. Nous, on est dans ce qui est l'Holocène, tout à fait à gauche, et on voit qu'on a eu des cycles, donc ces cycles qu'on appelle le cycle de Milankovitch, vous montre très bien une planète qui a été en fait
très chahuté dans tout son comportement sur les derniers 20 000, 30 000, 50 000 années, et en gros sur le million d'années qui est celui du Quaternaire, la première phase du Quaternaire, la dernière phase du Quaternaire, et puis une période beaucoup plus stable qui est l'Holocène, dans laquelle on est, dans laquelle se sont développées toutes les civilisations humaines avec le succès qu'on leur connaît en termes de démographie. Voilà. Alors, par rapport à cela, je pense qu'il y a un certain nombre de conséquences qui sont souvent mal comprises, mal appréhendées, et je vais essayer de ne pas reproduire tout ce qui est donné ici, mais dire que généralement, finalement, on a tendance à faire venir les premiers soupçons sur les changements climatiques au début du XXe siècle, c'est venu plus tard, et ce qu'on peut dire, c'est que toute la période qui va jusqu'aux années 90, c'est une période qui est une période de recherche. On n'observe pas le changement climatique. On observe, on est capable de calculer des éléments de changement qui sont liés au changement climatique, qui sont liés au climat et à la variation du climat. Et on a ensuite une phase où ces problèmes se manifestent de manière assez claire, mais où l'espace des solutions, par contre, reste difficile à établir. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est donner quelques résultats qui permettent quand même de remettre l'ordre de grandeur de ces éléments un petit peu en perspective. Vous avez ici un diagramme qui est un tout petit peu ancien, mais que j'aime bien dans la manière dont il est présenté. Vous avez 3 gaz à effet de serre. Alors, les gaz à effet de serre, on appelle ça des gaz de longue durée. Il reste 100 ans pour le CO2, c'est un ordre de grandeur, un petit peu moins, une dizaine d'années pour le méthane, et puis tout en bas, à nouveau, une centaine d'années pour le protoxyde d'azote. Ce que vous voyez ici, c'est une image sur 10 000 ans. Et ce que vous voyez très clairement, c'est que sur ces 10 000 ans, vous avez une situation extraordinairement stable, qui est celle de l'Holocène qu'on vient de voir. Et ce que vous voyez ici, c'est ce qui s'est produit. On peut appeler une rupture d'équilibre. Tout à l'heure, j'ai dit que le système climatique tenait à un équilibre entre le rayonnement qui rentre, solaire qui rentre, et puis le rayonnement infrarouge qui sort. Bien, ce qui se produit, c'est que les gaz à effet de serre qui sont là sont des gaz qui ne sont pas en quantité très grande, mais qui sont généralement, dans toute la période qui nous a précédés, le résultat d'un équilibre qui est très marqué, et cet équilibre qui est détruit par l'intrusion rapide de gaz nouveaux qu'on injecte de manière très forte, très marquée aujourd'hui. Alors, ces gaz à effet de serre qui vont produire ce déséquilibre, ils sont en condition ils sont émis de manière très importante. Alors, je ne vais pas être trop long là-dessus, je vais quand même dire un mot qui est important pour ce que je voudrais dire par la suite. Vous avez ici, sur une période qui commence dans les années 70, vous avez ici les gaz, le charbon, le pétrole, le gaz naturel. Et ça, c'est ce que ce diagramme représente, ce sont l'énergie, enfin la fabrication de l'énergie qu'on peut faire pour essayer de vivre au mieux sur cette planète. Alors vous avez en orange ce qui est nucléaire, en violet ce qui est l'hydroélectricité, en vert ce qui est lié au sol, et puis le petit grisé qu'on voit très mal. Alors là, on n'est pas arrivé tout à fait à notre époque, il manque quelques années, mais on est il s'agit des énergies renouvelables. Et l'enjeu aujourd'hui, on va voir, c'est que par rapport aux problèmes climatiques, ce qu'on va devoir faire, c'est effectivement de se débarrasser de tous ces combustibles fossiles, c'est-à-dire qu'à peu près 80% de l'énergie qu'on produit aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que ces déséquilibres qui se créent avec les émissions d'énergie, avec les émissions de gaz à effet de serre et de l'énergie qui en résulte, on a aussi une croissance des températures plus facile à voir à partir des années 60, parce que c'est là qu'on émet beaucoup de gaz à effet de serre de manière croissante, toujours croissante. Mais on est aussi dans une situation qui est marquée par une sorte de combat au début entre des aérosols et puis ce qu'on peut émettre dans l'espace. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'on a un réchauffement. À partir du moment où on a des satellites, à partir du moment où on sait faire des mesures propres, il s'agit ici des températures globales de la planète.
ces températures globales de la planète sont en augmentation très claire. Ce qu'on voit, le liseré noir, ce sont les fluctuations naturelles. Le liseré rouge, c'est une manière d'essayer de lisser un petit peu cela. On peut voir, c'est que les évolutions qui sont liées aux activités humaines sont aujourd'hui nettement plus fortes que les évolutions qui sont d'origine entre guillemets naturelle, c'est-à-dire on exclut un petit peu l'homme du monde naturel quand on fait cette sémantique, quand on utilise cette sémantique, mais on voit que ça correspond à quelque chose qui évolue très rapidement. Voilà, alors on a en fait, pour essayer de comprendre ce système, des modèles. Alors je vais essayer parce que je vois que le temps passe, de passer en fait aussi ces slides. Les modèles sont des outils qui ont permis d'anticiper ce qui va se passer en construisant des planètes bis, si vous voulez. Ces planètes bis, elles ont été construites dans beaucoup de laboratoires. Elles nous donnent une idée assez claire de ce que peuvent être les évolutions climatiques. Et de manière générale, en fait, quand on essaie de partir dans un angle qui est celui de la futurologie, de se dire qu'est-ce qu'on va émettre comme gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on peut empêcher comme émission, on se rend compte qu'on n'arrive pas aujourd'hui à rester sous, par exemple, les 2 degrés. Alors, ce qui nous sépare d'un âge glaciaire, c'est 5 degrés, donc 2 degrés, c'est déjà beaucoup. Et on voit que c'est quelque chose qui est difficile. Voilà, vous avez ici les résultats de beaucoup de modèles. Alors, ces modèles sont très critiqués. Je vais essayer de passer un petit peu quelques slides. Vous avez ici, je pense, un diagramme que j'aime bien parce qu'il nous montre un petit peu ce que sont les modèles. Les modèles, c'est un travail qui est un travail qui permet d'avoir une vision en partie du futur. Enfin, on les fait beaucoup dans cet esprit-là. Et en haut, vous avez le réchauffement qui est associé à la géographie du réchauffement qui est associé aux émissions de gaz à effet de serre actuelles. Et c'est quelque chose qui est le résultat d'un calcul. Il n'y a aucune mesure de température ici. Là, au contraire, vous avez un système qui est un système observé. Les changements de température sont ceux qui sont mesurés par satellite. Un modèle climatique, c'est 20 ans, 30 ans de recherche pour une centaine de personnes. Il y en a un certain nombre sur la planète. C'est 10 millions, c'est 1 million de lignes de calcul. C'est l'équivalent d'un satellite en termes de complexité. Et ce que l'on voit, c'est que le résultat du modèle, il ressemble quand même beaucoup au résultat de l'observation en termes de géographie. Encore une fois, je ne regarde pas les valeurs en termes de température directement ici. Et donc, on est face à un système dont on sait calculer le fait qu'il va changer, on sait comment il va changer. On a beaucoup d'indications qui devraient permettre de jouer un rôle dans la manière de gérer ce système. Alors voilà, on a beaucoup d'indices maintenant du fait que le réchauffement est là, il se présente de manière forte. Il y a une partie qui est stockée dans les océans. Je ne vais pas vous montrer ça non plus trop en détail, mais ce stockage dans les océans, c'est le résultat du CO2 qu'on émet, qui se stocke dans l'atmosphère, qui reste longtemps, qui reste aussi mélangé à l'échelle de la planète. Les gaz passent les frontières. Donc on est dans un système qui est un système qui petit à petit se développe et qui est un système délicat. Alors, je vais sauter complètement ces slides parce que ce sont un peu compliqués. Ce que je voudrais montrer maintenant, c'est une réflexion sur un fait qui est un fait important, c'est qu'aujourd'hui, on émet des gaz à effet de serre. Je dis qu'ils étaient bien mélangés à l'échelle de la planète. Ça veut dire qu'au-dessus de nos têtes, on a des gaz étrangers aussi. On a des gaz qui viennent de Chine, qui viennent des États-Unis. Et ces gaz-là jouent un rôle qui, pour nous, localement, est sans doute le plus important. Donc, on est face à une situation pour laquelle on n'a pas facilement la main. Aujourd'hui, on sait qu'on aura besoin de faire 2 choses à la fois. Et ces choses, c'est la première, d'arriver à diminuer les émissions de gaz à effet de serre en jouant un rôle qui est un rôle à l'échelle de la planète, et donc en participant à ce travail à l'échelle de la planète. Mais en même temps, on doit avoir une capacité aussi à se protéger de tout ce que les réchauffements climatiques amènent sur un territoire donné. Alors, cette idée-là, pour moi, elle m'a été rendu très, très direct, enfin, comme un souci très direct, parce que j'étais sollicité par la région Aquitaine il y a une dizaine d'années, dans la région néo-aquitaine maintenant, pour essayer de regarder comment le climat
pouvait changer dans le futur et ce que ça voulait dire en termes de réflexion justement par rapport à ces enjeux que je viens de citer. Alors, en quelques mots, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, si on prend un territoire un petit peu local, ce territoire, il est bien sûr que le résultat, il subit en fait les conséquences, tout ce qui peut se passer à l'échelle globale de la planète. Donc on a ce réchauffement global auquel on participe, mais en même temps, il est aussi le lieu de changements qui sont des changements très, très importants et qui sont aussi une conséquence directe de ce qui se passe à la grande échelle. Donc, si on veut, en d'autres mots, essayer de travailler dans un cadre qui doit faciliter un petit peu ce qui peut se passer sur un territoire, bon, sur notre territoire, sur les autres territoires, ben, il faut s'intéresser à cette dimension-là du problème et pas simplement regarder des choses qui se passent à grande échelle. Alors, ce qu'on a fait en Aquitaine, c'est un travail qui était assez simple, un travail de recensement de ce qui existe, mais on s'est rendu compte de plusieurs choses sur lesquelles je voudrais insister un petit peu maintenant. D'abord, bien sûr, un territoire est lié à des émissions de gaz à effet de serre et donc à un réchauffement qui est à grande échelle. Mais il y a des conséquences qui sont locales. Donc ici, j'avais supprimé quelques transparents. J'ai laissé celui qui correspond aux sécheresses agricoles. Regardez les sécheresses agricoles tout au long d'une période assez longue dans la région Aquitaine, on voit qu'elles augmentent. Elles augmentent et les températures augmentent aussi. C'est quelque chose qui manifeste un comportement qui est un comportement qu'on doit essayer de comprendre si on veut agir sur les territoires de manière adéquate. Donc là, c'est une première vision des choses. Alors, l'autre aspect qui est un petit peu lié, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on voudrait essayer de faire comme limitation de ces émissions de gaz à effet de serre. Alors, vous avez ici un système où vous voyez les températures, alors températures qui sont observées, puis celles qui sont prévues, celles qu'on aimerait qui ne dépassent pas 2 degrés de réchauffement, et puis ce qui se passe ici quand on essaie de dire qu'est-ce qu'il faut en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, si on veut atteindre un système qui se stabilise, on doit arriver à ce qu'on appelle la neutralité carbone. La neutralité carbone, vous voyez ici sur ce diagramme, qui est un diagramme qui est issu de notre laboratoire au moment de la COP 21, et avec comme objectif de rester sous les 2 degrés de réchauffement, ben, il faut arriver à ce que les CO2 arrivent à zéro. Il arrive à zéro parce que c'est la neutralité carbone. Et donc, si on veut vraiment arriver à 1,5 degré, ça c'est les résultats du rapport 1,5 du GIEC, ben, il faut arriver aussi à zéro, mais cette fois dans un délai extrêmement court, qui est en gros d'être à l'équilibre, à la neutralité carbone en 2050. Et c'est très difficile à faire. C'est extrêmement difficile à faire. Vous avez 4 scénarios qui sont ceux qu'on a demandé au GIEC, enfin, on a demandé au GIEC de dire qu'est-ce qui pouvait permettre de rester sous cette barre-là. Ben, c'est soit d'arriver à y aller brutalement. Bon, on supprime d'ici 2050 toutes les voitures thermiques, tous les avions, voilà. C'est le premier scénario. Après, vous avez des scénarios où on essaie de mettre en place des puits de carbone. Alors, les puits de carbone peuvent être issus de la saisine par l'atmosphère, qui ensuite se convertit en la séquestration de carbone dans les basses couches de l'atmosphère, de la Terre. Et puis, il y a des scénarios avec la végétation, qui peut être aussi un facteur de séquestration du carbone. Et puis, il y a le scénario 4, qui est celui où on se dit, on n'y arrive pas, on relaisse ça à plus tard. Donc, les scénarios qui ont été prévus sont des scénarios qui sont des scénarios difficiles à tenir. Donc, s'ils sont difficiles à tenir, ça veut dire que ce qui va s'exercer sur nos régions, c'est des choses qui sont aussi difficiles à mettre en place. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on a besoin d'exercer une protection de nos territoires. On appelle ça l'adaptation. Je pense que c'est un mot qui est souvent vu comme un mot un peu passif, mais je pense que c'est une réalité aujourd'hui.
on a besoin de cette adaptation sur nos territoires, encore plus sur les territoires très vulnérables qui peuvent exister dans les régions du monde, comme la zone intertropique. Alors, je ne vais pas être trop long là-dessus, je vais laisser ça pour les questions, mais je dirais que souvent on oppose l'atténuation, c'est-à-dire la diminution des émissions de gaz à effet de serre de manière forcée, de manière directe, et puis l'adaptation au changement climatique, c'est toujours des choses qui sont liées un peu aux mêmes problématiques de transport, de l'habitat, des filières agricoles, des énergies renouvelables. Donc je pense qu'il ne faut pas séparer ces problèmes-là, mais ce qui est une réalité, c'est que se manifeste cette nécessité pour nous de rendre de garder un paysage vivable, enfin, d'être en situation de donner d'agir de manière forte sur notre territoire, c'est quelque chose qui se fait à la fois avec l'atténuation et l'adaptation. C'est un peu les mêmes problèmes. Voilà. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que, bon, vous voulez nous dire que le système régional, c'est un système un petit peu systémique, qui est compliqué, mais je vais laisser passer un petit peu. Et puis, je vais me rester sur quelques points qui me paraissent importants si on veut aujourd'hui travailler sur des problèmes climatiques dans cette perspective un peu qui est aussi celle d'aider les territoires à être des lieux qui soient le plus possible vivables. Bon, je pense qu'il y a un besoin de suivi actif de l'environnement qui n'est pas toujours respecté. Il y a un besoin de mettre en action anticipative. J'ai montré que les modèles savaient anticiper. On a un besoin d'écoute très fort parce que dans les territoires, il y a des possibilités de prendre des mesures qui sont adaptées au territoire et qu'il faut écouter, comprendre ça. Puis il y a un besoin de solidarité parce que, bien sûr, on n'est pas dans les pays du monde qui sont les plus vulnérables et qu'il il faut pas rester bloqué sur des attitudes de repli parce que ce serait une très mauvaise chose à faire pour la planète. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai pris un petit peu plus de temps que prévu, pas trop quand même. Et je pense qu'il y a la place pour des questions. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup pour déjà cette synthèse qui a dû être assez compliquée à faire pour le temps qui était imparti. Alors, on a pas mal de questions qui sont arrivées dans les questions-réponses. Donc, j'ai essayé de faire un petit tri. Donc là, juste une précision par rapport à certaines questions qui arrivent ou qui vont arriver. On a décidé d'avoir une approche qui est scientifique. Donc, c'est pour ça que M. Letreux a insisté beaucoup sur le côté systémique, le fonctionnement du climat, etc. Et puis qu'il a abordé un petit peu sur la fin les approches plus locales. Mais on a fait le choix de ne pas s'orienter vers des questions qui sont politiques, qui seraient plutôt à régler pour le coup avec des hommes ou des femmes politiques, mais qui sortent un peu du cadre de ce webinaire. Donc, je vous invite à poser des questions en rapport avec plutôt l'approche scientifique, du coup, et à limiter les questions politiques. Donc, il y avait des questions sur certains de vos documents. Donc, il y a une vidéo qui a été présentée au début avec une map monde, en fait, et puis on voyait les valeurs de CO2, etc. Et il y avait quelqu'un qui demandait comment sont faites les mesures de ce dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Comment est-ce qu'on les obtient ? On a des mesures satellitaires qui permettent en fait d'obtenir non pas la valeur du CO2 à des niveaux précis dans l'atmosphère, mais en tout cas, quand on regarde la colonne d'air dans son ensemble, on est capable d'avoir une vision de la quantité de CO2 et de la manière dont elle se déplace. Donc, ce sont des mesures qui, pour l'essentiel, sont des mesures satellitaires à ce niveau-là et on espère encore que ces mesures permettront un jour de dire qui sont les émetteurs de gaz à effet de serre. Pour le moment, on n'est pas tout à fait là. On est vraiment dans un système qui est compliqué, qui se déplace et qui évolue très vite et qu'on maîtrise dans ses grandes lignes à partir de ce qu'on peut voir sur une colonne d'air qui évolue. D'accord.
Alors, une question qui rebondit un petit peu sur cette histoire de gaz à effet de serre. Quelqu'un qui mentionne le rôle de la vapeur d'eau comme gaz à effet de serre et qui pose la question: «Est-ce que cette valeur, elle est stable dans le temps finalement? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Et est-ce que c'est une valeur qui évolue également?» Oui, alors on n'en parle pas parce que le rôle de la vapeur d'eau est un petit peu différent du rôle des autres gaz à effet de serre. Parce que, si vous voulez, quand tu regardez les océans, par exemple, la quantité de vapeur d'eau qui va s'évaporer sur les océans, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la quantité de CO2 qu'on peut émettre. On est dans des ordres de grandeur très différents. Euh, donc, et on est aussi dans quelque chose qui est moins. Enfin, quand on parle des gaz à effet de serre, on parle de gaz qui réagissent euh, à la. Enfin, qui modifient l'équilibre entre le solaire et les émissions d'infrarouge vers l'espace. Donc, on est face à un équilibre qui est très différent. Donc, la vapeur d'eau, c'est effectivement plutôt une conséquence un petit peu lointaine, mais très active, en fait, du système climatique. Et pour donner une idée de l'importance qu'on accorde, nous, dans nos disciplines, à la vapeur d'eau, euh, ça fait beaucoup d'années maintenant qu'on sait que si on prend en compte la vapeur d'eau, on double à peu près l'importance du réchauffement de la planète. Et puis avec les autres rétroactions qui sont celles associées à la neige, à la fonte de la neige, on va même au-delà. Et donc on est face à un paramètre, la vapeur d'eau, qui a une incidence colossale en fait sur les problèmes climatiques. Et donc, on ne l'oublie pas, on l'oublie pas. Simplement, on le traite un petit peu différemment. Ce n'est pas quelque chose qui est directement émis par les activités humaines. C'est quelque chose qui vient plutôt, en fait, de systèmes naturels que les activités humaines font évoluer. Vous avez un système de brassage de l'eau à très grande échelle. Ce système-là, les activités humaines, de manière indirecte, vont le faire évoluer. Et il va jouer un rôle majeur. Mais c'est très différent, quand même, conceptuellement, de ce qu'on peut voir et faire au niveau des gaz à effet de serre. D'accord, c'est plus difficile à Enfin, des contrôler. gaz à effet de serre classiques, si vous voulez, des gaz à effet de serre de longue durée. Justement, je vais rebondir sur ce système complexe dans lequel est impliquée l'eau. Il y a des questions sur la fonte du permafrost. Est-ce que cette fonte, est-ce que les scientifiques en tiennent compte quand ils font des modèles de prévision, par exemple, tels que ceux que vous avez présentés? Et est-ce qu'on peut estimer éventuellement l'impact que pourrait avoir cette fonte sur le climat, puisqu'il y a des personnes qui mentionnent par exemple les clatrates de méthane, etc., des choses comme ça. Est-ce qu'on a une idée de comment tout ça pourrait interagir et pourrait influencer le climat? Oui, des idées, on en a, et même peut-être quelquefois plus mais qu'il ne faudrait, parce qu'il y a une certaine incertitude sur ces résultats. Alors, d'abord, dans la plupart des modèles climatiques, on ne met pas ces éléments-là ne rentrent pour le moment pas en compte de manière générale. Ça commence à venir, mais c'est pas quelque chose qui est fortement maîtrisé. Donc, ce qu'on met dans les modèles, c'est une capacité à faire des planètes artificielles, donc des processus qu'on comprend assez bien. La plus grande difficulté, ce n'est pas tout à fait mon domaine de spécialité, elle est liée quand même au fait qu'on a deux gaz qui peuvent jouer un rôle important dans les hautes latitudes et dans l'évolution du permafrost, c'est le CO2 et c'est le méthane. Alors le méthane est un gaz qui est fabriqué fortement dans ces régions-là et qui est par unité de masse à peu près 100 fois plus absorbant que le CO2. Donc ça veut dire que l'impact du méthane peut être 100 fois plus, en termes de réchauffement de la planète, 100 fois plus grand si le méthane se libère que celui du CO2. Mais en même temps, on ne sait pas trop parce que quand le méthane brûle, ça fait du CO2. Donc on retombe sur un gaz qui a une capacité de réchauffement qui est plus faible. Donc, quelle va être l'articulation, sachant qu'on a aussi tout le vivant qui joue un rôle, hein. Au-delà des problèmes physiques, il y a ce que le vivant peut générer comme végétation, donc comme carbone. Donc, ça reste des problèmes qui sont un petit peu difficiles, mais
mais c'est une zone de danger qu'on doit surveiller. Enfin, c'est un processus qui est effectivement dangereux, qu'on doit surveiller, qui n'est pas facile maintenant, aujourd'hui, à mettre dans des équations de gros modèles. Ça nous dira qu'il y a des risques supplémentaires, mais l'analyse fine de ce qui peut se passer reste encore une problématique forte de nos disciplines. D'accord. Et alors là, après, on a des questions qui sont un petit peu plus générales. Est-ce qu'on est capable de quantifier et d'avoir une idée de la part du réchauffement qui serait d'origine naturelle par rapport à une origine qui serait anthropique? Déjà, est-ce qu'il y a une origine naturelle du réchauffement aujourd'hui? Et puis, quelqu'un qui demande, est-ce qu'il est préférable d'utiliser le terme réchauffement climatique ou dérèglement climatique? Et je pense notamment dans un contexte scolaire, est-ce que c'est mieux d'employer réchauffement ou dérèglement? Alors, la première question, c'était sur La part en gros, Oui, des oui. activités anthropiques, du réchauffement d'origine anthropique versus le Oui. réchauffement d'origine En, naturelle. en fait, bon, c'est vrai que je suis allé un petit peu vite parce que j'ai été un petit peu gourmand, mais là, quand j'ai montré les figures qui sont celles-ci, je voulais précisément dire qu'il y a la part, voilà, vous avez ici tout ce qui s'est passé pendant 10 000 ans, c'est une stabilité complète du CO2 dans l'atmosphère. Et puis, on commence à émettre le CO2 et on a une marche d'escalier brutale qui se manifeste pour les 3 gaz, avec exactement en phase. Ça veut dire que, bon, pour l'essentiel, le réchauffement est lié à des émissions de CO2 qui sont elles-mêmes très fortement liées aux activités humaines. Avant, on était dans un état de stabilité dont on a fait, enfin, c'est une rupture, j'ai prononcé le mot plusieurs fois, je pense qu'il est valide au moins pour les prochaines décennies. C'est une rupture de l'équilibre. Après, pour avoir des situations éventuellement différentes qui se développeront, ça peut changer, mais au jour d'aujourd'hui, on est dans ce cas-là. Alors après, la deuxième question, je m'excuse, j'ai la mémoire très courte quand je parle. C'était, est-ce qu'on utilise plutôt l'expression réchauffement climatique ou Oui, dérèglement alors, climatique? moi, je pense qu'on doit utiliser les deux. Honnêtement, je crois que et justement, les conversations qu'on vient d'avoir montrent cela de manière forte. Il y a des conséquences très directes que je n'ai pas évoquées. Quand on a un réchauffement, on va avoir par exemple la fonte des grands glaciers de montagne ou de polaires. On va avoir la fonte de la banquise. Ça, c'est des conséquences directes. Et puis derrière ces conséquences directes, il y en a qui sont aussi des conséquences très directes sur le relèvement du niveau de la mer. Donc, je pense que ça mérite d'être appelé des éléments liés au réchauffement, parce que c'est un lien direct. Dès qu'on arrive sur des choses qui mettent en jeu en grande partie les circulations atmosphériques, que j'ai montré aussi pour ça, parce que pour montrer leur complexité, on est face à des systèmes qui sont vraiment des systèmes qu'on ne sait pas analyser autrement que comme un dérèglement. Ce dérèglement, on peut le lier à des lois physiques, à des lois de conservation physique, on peut le lier à un certain nombre de choses, mais on n'est jamais capable ensuite de savoir où ils vont frapper, où ça va frapper de manière précise dans le temps ou dans l'espace. C'est des choses qui vont venir un petit peu de manière aléatoire. Donc c'est autre chose, et là je pense que ça mérite le mot de dérèglement. Après, le mot dérèglement, je rappelle, la COP 21, c'était un mot que n'aimaient pas les gens qui pilotaient la COP. Ils préféraient des mots plus. Moi, j'utilise des mots un petit peu plus neutres ou plus, enfin, qui laissent moins penser que le fait qu'on ne sait pas. Moi, je pense que le mot risque peut être le meilleur mot par rapport à ça. Il y a une zone, c'est une zone de risque, on n'est pas très sûr à 100% de ce qui va s'y passer. La nature non plus, la planète non plus, c'est pas dire exactement ce qui va se passer, mais on sait qu'il va y se passer des choses. D'accord. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je ne pense pas qu'on ait le temps de répondre à tout, donc j'essaye de filtrer un peu. Donc, il y avait également des questions sur la température, de manière plus générale, la température de la planète, et puis la notion de puits de carbone. Donc déjà, une des premières questions qui me semble intéressante, notamment pour répondre, pourquoi pas, à des questions que pourraient poser des élèves, c'est comment est-ce qu'on arrive à calculer la température moyenne de la planète? Et puis, quand on trouve des graphiques, il y en a un que vous avez projeté qui présente l'évolution de l'anomalie des températures. Sur quoi est basée cette anomalie? Autrement dit, quel est le niveau zéro?
Donc, comment est-ce qu'on obtient cette température moyenne et puis quel est le niveau zéro quand on présente des anomalies? Alors, les anomalies de température, c'est effectivement des indices. Hein. Il y a eu des disputes, y compris à l'Académie des sciences, sur savoir si on était. On a des systèmes physiques qui sont des systèmes qui peuvent être. Enfin, qui ont différentes propriétés physiques, donc on ne peut pas nécessairement faire une moyenne brutale, mais on a le droit, en fait, de faire une moyenne qui est indicative et qu'on va conserver de manière précise. Enfin, quand je dis le mot précis, là, je l'ai utilisé 2 fois de manière qui va pas bien ensemble dans les 2 cas. Je veux dire qu'on est capable de définir une série d'indices et puis de respecter ces indices-là, et puis de regarder comment ils évoluent. Donc, je crois que la manière dont on regarde les températures globales, c'est surtout dans cet esprit-là. On sait que quand on regarde une température globale, on a un peu la chèvre et des choux. Donc, c'est des choses qui se mélangent pas facilement, mais en même temps, l'analogie la plus claire, c'est celle du corps humain. On prend sa température, on la prend dans différentes circonstances, puis finalement, on trouve quand même qu'on est très tributaire en termes de fonctionnement de la température, de notre température. Et c'est vrai aussi pour la planète. La planète réagit aux températures. Donc, on a quelque chose qui a une signification. Il y a une signification qu'il ne faut pas, qui ne s'adapte pas à toutes les situations locales. Mais on est dans une situation qui est enfin, ça a été beaucoup critiqué, mais je pense que c'est des indices qui sont tout à fait corrects à prendre et qui aident beaucoup. On ne travaille pas avec ces indices, le modèle ne travaille pas avec ces indices. Ces indices sont seulement des choses qu'on regarde à la fin, qu'on a besoin évidemment d'un diagnostic et de mettre un chiffre sur la table. Voilà, alors la deuxième chose, je m'excuse. C'était la base quand on a des graphiques avec des anomalies. Oui, alors là j'ai montré ça, c'est une base arbitraire. Donc, on choisit justement, on est un petit peu dans ces mêmes types de réflexion. Là, vous voyez par exemple, c'est pas ce schéma auquel les gens pensent, mais il y en avait plusieurs. Vous avez ici une température de référence à 0 degré. C'est la température à peu près de la Deuxième Guerre mondiale, quand on commence à émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, c'est un choix. Et ce qu'on regarde, c'est la pente de la courbe, la manière dont la pente de la courbe se met en place. Donc, c'est de fait assez difficile de se trouver et je pense que c'est probablement la question qui était posée, une période très stable et très sûre avant qu'on ait des satellites. Quand on a les satellites, on sait maintenant dire avec beaucoup de précision comment la température évolue, globalement même. Mais quand on regarde les années précédentes, enfin, vous voyez que là, on essaie de faire des évolutions de la température dans le 19e siècle. Quels étaient les bateaux qui allaient en Antarctique au 19e siècle? Des bateaux qui ne revenaient pas souvent. Donc, c'est des choses qu'on ne savait pas bien mesurer. Et la surface couverte par les océans est considérable. Donc, voilà, on est obligé effectivement d'avoir une vision qui est un petit peu délicate sur toute cette période-là. Mais après, donc trouver, pour revenir à la question, trouver une valeur de ce qu'est la température pré-industrielle, très précise, et puis fixer les choses par rapport à ça, c'est très difficile. Donc, généralement, on prend une date, mais surtout quand un laboratoire choisit une valeur de référence, il la garde. Il la garde et voilà, c'est l'essentiel. Donc l'idée, en fait, c'est si les enseignants ou enseignantes trouvent un graphique, c'est d'essayer de regarder, normalement, dans les sources du graphique, ça va indiquer quelle est la période de référence, parce qu'elle peut être variable en fonction de… Voilà, je pense que si vous prenez ça, mais vous savez que ces valeurs-là sont des valeurs qui sont un petit peu floues parce qu'on n'est pas capable de les mesurer très fortement. Ce pic-là qui arrive à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il est très difficile, mais
à explorer. On sait qu'il y a énormément de bateaux qui ont été coulés à cette époque-là. On sait quelles sont les vraies mesures qu'on a prises. Bon, par contre, on sait qu'en gros, on est au-dessus du niveau pré-industriel, et puis là, on sait faire des mesures précises. Donc, je pense qu'il faut serrer un petit peu tous ces aspects-là. On ne peut pas faire autrement. D'accord. Alors, on va garder encore quelques minutes pour les questions, 5 minutes peut-être. Il y en a encore beaucoup. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui étaient sur la notion de puits de carbone. Donc déjà, là, il y avait une première question, quelle est votre définition de puits de carbone, puisqu'on considère souvent que l'océan en est un. Et la personne dit, lorsqu'on regarde le bilan entrée et sortie dans le cycle du carbone au niveau des océans, on voit que c'est équilibré. Donc elle se demande comment est-ce qu'on peut arriver à considérer que c'est un puits, s'il y a un équilibre entre les entrées et les sorties. Donc ça, déjà, première chose, quelle est votre définition, vous, de puits de carbone? Alors bon, la définition, elle dépend un petit peu effectivement, de la manière dont on veut regarder le problème. Moi, j'ai parlé de la neutralité carbone. Bon, en gros, j'ai essayé de regarder, quand on parle de ça, on regarde l'équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort, surtout dans l'atmosphère. Donc ça, c'est ça qui détermine la neutralité carbone. Et on est équilibré si on a atteint cette neutralité carbone. Et donc, les puits de carbone, c'est ce qu'il y aura en plus. C'est ce qu'il y aura en plus par rapport à... Alors, aujourd'hui, il y a une confusion. Ce n'est pas celle qui est posée dans la question, mais je vais le dire quand même. C'est à propos, justement, des puits dont on disposerait. C'est-à-dire que quand on émet du CO2 dans l'atmosphère, il y a une partie, la moitié à peu près, qui reste dans l'atmosphère, une partie qui va dans les océans, une partie qui va dans les continents. Beaucoup de gens pensent que la partie qui va dans les océans ou qui va dans les continents est une partie qui correspond à un puits qu'on peut utiliser et valoriser pour pouvoir émettre un peu plus de CO2. En fait, ce n'est pas vraiment le cas parce que vous voyez bien que si vous émettez de moins en moins de CO2, ben vous allez avoir de moins en moins de puits. Donc, il y a un moment où, effectivement, de toute façon, ces puits disparaissent. Si le système se met à l'équilibre, reste à l'équilibre, ces puits disparaissent. Donc, les puits qu'on doit inventer, ce sont des puits qui vont être des puits en plus. Alors, ces puits en plus, on va les chercher, effectivement, de manière un petit peu artificielle par rapport à ça. Alors, on ne va pas les trouver facilement, effectivement, ni dans les océans, ni dans les... Enfin, ces puits de carbone, on les invente surtout autour de... Chose que j'ai dit rapidement, c'est la séquestration du CO2. Séquestration, on a de la photosynthèse. La photosynthèse crée un élément organique. Organique, on peut l'utiliser comme combustible éventuellement, mais au bout du compte, on a du CO2 et ce CO2, on essaie de le mettre dans le fond sur des puits de pétrole généralement. D'ailleurs, il y a une mauvaise pratique qui consiste à utiliser ça même pour faire surgir le pétrole plus fortement des puits de pétrole, ce qui n'est pas une très bonne manière d'empêcher de séquestrer le CO2. Et puis, on est aussi dans un système où on essaie de faire la même chose avec la végétation, avec des conséquences qui sont éventuellement à discuter, puisque ça veut dire qu'on modifie très fortement les écosystèmes pour essayer de les rendre, leur permettre de capter du carbone dans les couches superficielles des sols. Et donc, c'est vraiment, je pense, un vocabulaire d'usage qu'on doit avoir quand on parle de puits. Il faut faire attention. Généralement, la référence, c'est d'abord d'atteindre l'équilibre dans le système atmosphérique. D'accord, merci. J'espère que ça a répondu aux questions. Pour terminer, là, il nous reste 2 minutes. Donc, on va terminer par une question un petit peu plus large. Il y a des gens qui demandent si, d'après vous, est-ce qu'il existe encore des scientifiques qui seraient climato-sceptiques, comme l'était Claude Allègre, et qu'est-ce qu'on peut répondre finalement à des élèves ou à des gens autour de nous qui seraient climato-sceptiques? Comment on fait quand on n'est pas soi-même spécialiste pour arriver à démonter des arguments? Je ne sais pas si rapidement vous pouvez nous donner votre point de vue sur ça. C'est une question difficile. On y a été confronté très, très fortement il y a quelques années et on n'a jamais trouvé les solutions parfaites à ce niveau-là. Si vous faites le lien avec d'autres domaines où on peut essayer de faire des diagnostics
qui sont un peu difficiles. Pensez aux médecins, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on va voir un médecin et qu'on croit à ce qu'il dit? C'est parce qu'on le connaît un peu. Donc, je crois que la première des solutions qui nous est venue quand on s'est trouvé confronté à ces problématiques, ça a été de se dire il faut qu'il y ait une certaine visibilité de la communauté climatique. Moi, j'ai gardé en tête, il y a eu une pétition à propos d'Allègre qui a agité les choses à un moment donné. J'étais déjà à l'Académie des sciences, j'ai entendu deux confrères, comme on dit, qui parlaient entre eux et qui disaient, voilà, ils sont, je crois que c'était 300, 400, et ils se disent tous climatologues. Des gens très bien. Et puis il y en a l'autre qui répond, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ça veut dire que les gens n'avaient aucune idée, finalement, que la science climatique existait, qu'elle était importante, qu'elle était le résultat de travaux dans des laboratoires sérieux. Donc, je crois qu'on est obligé, je pense, d'essayer de donner une place à l'histoire de la science, qu'on ne donne pas. Je crois que j'ai essayé au début, je voulais le faire un peu plus, mais le temps ne prêtait pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire passer, je pense, par le biais de l'histoire de la science, parce que c'est une manière de regarder les choses qui change un peu la vision qu'on peut avoir du problème. Je pense qu'il faut essayer effectivement de créer un lien entre par la personne de l'OCE. Donc, mais donc, je crois que c'est extrêmement important de créer ce lien entre et c'est des choses qui ne viennent pas du jour au lendemain. C'est-à-dire, on ne peut pas convaincre les gens du jour au lendemain. On convainc les gens petit à petit. Alors, il y a quand même un phénomène aujourd'hui qui fait que les choses sont différentes de ce qu'elles ont pu être. C'est qu'on voit quand même les manifestations du réchauffement climatique de manière de plus en plus claire, de plus en plus difficile à révoquer. Enfin, donc, je crois qu'on est dans une situation qui a changé, mais je le vois parce que j'ai des gens avec qui j'ai parlé ce matin, ce ministre qui croit toujours que c'est une plaisanterie, tous ces problèmes-là. Donc, c'est un problème un petit peu délicat. Je crois qu'il faut le prendre par l'effet objectif le plus possible. Et puis attendre que le temps fasse un petit peu son œuvre, je crois aussi. D'accord, ben, merci beaucoup. Encore désolé pour toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Il y en avait beaucoup, donc je pense que votre intervention a bien plu. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Lefeu, pour cette présentation. Merci, Mathilde, pour cette modération. Comme tu l'as mentionné, nous avons eu beaucoup de questions très intéressantes et pas assez de temps, comme toujours dans la vie, j'ai envie de dire. Cependant, j'ai vu des questions qui touchaient à l'impact du changement climatique sur la faune, sur la flore, et de façon aussi plus large sur la biodiversité. Donc, j'en profite pour mentionner que le deuxième webinaire de cette série aura lieu dans un mois, le premier mercredi d'avril, le 7, et abordera justement ces questions-là, les impacts, la question de l'impact du changement climatique sur la biodiversité et les écosystèmes. Et ça sera avec Isabelle Schwinn, donc écologue terrestre au CNRS. Encore une fois, merci à tous d'être présents avec nous aujourd'hui. On espère que ce format vous a plu et qu'on aura l'occasion de se revoir. Vous recevrez tous par email demain l'enregistrement de ce webinaire pour qu'on espère que vous pourriez l'utiliser dans la préparation de vos cours ou peut-être en classe aussi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire aussi parvenir directement à l'ECE à travers notre forme de contact sur notre site et on pourra essayer d'y répondre. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.